On l'appelle œil pariétal ou troisième œil. C'est l'une des caractéristiques que nous avons perdues il y a près de 250 millions d'années. Si tu regardes de plus près des animaux comme les grenouilles ou les lézards, tu verras un petit point quelque part entre leurs yeux. Ce n'est pas un simple point aléatoire mais un véritable organe. Les scientifiques affirment que c'est une sorte de capteur qui détecte la lumière du jour. Et ce n'est pas tout, il produit de la mélatonine, une hormone spéciale qui régule certains de nos cycles biologiques comme la température du corps, la reproduction et le sommeil. Ils ont remarqué que cet œil est devenu progressivement plus petit au fil du temps, ce qui signifie que l'évolution a décrété que c'est une caractéristique dont les animaux n'ont plus vraiment besoin. Cela s'est peut-être produit parce que les cellules de nos yeux sont devenues suffisamment efficaces et qu'avoir un œil supplémentaire pour sentir la durée du jour ou le moment où nous devions dormir n'était plus nécessaire. En outre, de plus en plus d'animaux sont devenus à sang chaud avec le temps, ce qui signifie qu'ils étaient capables de mieux réguler leur température corporelle. Nous avons encore aujourd'hui une partie de cet organe en nous, mais sous la forme de la glande pinéale située dans notre cerveau. Elle est toujours responsable de la mélatonine. Il existe un gène appelé GULOP. Grâce à lui, nos ancêtres pouvaient produire leur propre vitamine C. Pas de manière à pouvoir installer un stand et la vendre, mais suffisamment pour que le corps puisse l'utiliser. Il y a environ 60 millions d'années, ce gène a en quelque sorte cessé de fonctionner, mais ça ne s'est pas fait par hasard. Nos ancêtres ont probablement commencé à obtenir suffisamment de vitamine C avec les fruits qu'ils mangeaient. Certains de nos très lointains cousins primates, qui ont pris une toute nouvelle direction dans l'arbre généalogique, comme les lémuriens, peuvent encore produire leur propre vitamine C. À un moment donné, l'évolution a décidé qu'ils en avaient encore besoin, alors que nous, non. Mais nous ne sommes pas les seuls. Notre côté de l'arbre généalogique des primates n'en a plus besoin non plus. Les singes ou les tarsiers ont dit adieu au gène GULOP également. Et il y a les citrons et les oranges désormais. Notre corps perdrait beaucoup d'énergie s'il devait gérer toutes ces caractéristiques que nos ancêtres avaient, alors il désactive en quelque sorte celles dont nous n'avons plus besoin. Prenons l'électroréception, qui est la capacité que possèdent de nombreux amphibiens et poissons. Par exemple, l'anguille électrique utilise cette fonction pour détecter ses proies lorsque l'eau est trouble, pour communiquer ou comme système de navigation. Les humains et nos cousins terrestres ont perdu cette caractéristique car le courant électrique ne peut pas circuler aussi facilement dans l'air. Ensuite, il y a cette chose appelée l'organe de Jacobson. Il se trouve à l'intérieur du nez et a pour but de détecter les phéromones et les odeurs. Les serpents tirent la langue, les chats et les chevaux font des grimaces bizarres. Ils utilisent tous l'organe de Jacobson. Nous l'avons aussi, mais il ne semble pas fonctionner. Il n'envoie ni ne reçoit de signaux de notre cerveau et les scientifiques pensent que nous avons perdu la capacité de l'utiliser il y a plus de 20 millions d'années. Comme les habitudes et modes de vie des humains ont changé au fil du temps, nous avons eu besoin de cerveaux plus gros. Les scientifiques ont des restes de crâne de nos ancêtres de différentes périodes qui leur ont permis de réaliser que notre cerveau a beaucoup grossi au cours des 3 derniers millions d'années. Nous avons dû réfléchir à des moyens de faire face au changement climatique, aux grands prédateurs qui nous pourchassaient, à la recherche de nouvelles sources de nourriture, etc. L'alimentation a eu un impact énorme sur notre évolution. Par exemple, les animaux qui ne mangent que de la viande ont perdu leur récepteur du goût sucré parce que, ils ont renoncé au dessert et n'avaient donc pas besoin de ce genre de gène. Les humains sont omnivores, donc nous avons toujours eu un ensemble bien équilibré de récepteurs qui pouvaient reconnaître des goûts variés. Ces récepteurs gustatifs se sont avérés utiles car ils pouvaient indiquer à nos ancêtres les aliments qui étaient bons pour eux et ceux qui étaient toxiques. Certains récepteurs du goût amer ont cessé de fonctionner au fil du temps, car les humains ont changé leurs habitudes alimentaires. Par exemple, nous avons appris à utiliser le feu pour cuisiner, si bien que de nombreuses plantes sont devenues moins toxiques pour le corps. Nous avons sophistiqué la préparation des aliments et nous avons appris à partager des informations que nous découvrions en communiquant et en utilisant le langage. Nous n'avions plus besoin de tous les récepteurs gustatifs, alors notre corps a décidé de les désactiver et de laisser ceux qui seraient utiles à l'avenir de notre espèce. Ouf, heureusement, nous n'avons pas perdu la capacité à goûter le bon chocolat. Nos mâchoires ont également changé. Nos ancêtres avaient des mâchoires bien plus grandes, mais depuis que nous avons commencé à manger des aliments plus mous et cuits, ainsi qu'à utiliser davantage notre cerveau, la structure de notre tête a été modifiée. Les dents sont devenues plus petites aussi, et nous en avons perdu certaines. De nombreuses personnes peuvent ne jamais développer de troisième molaire, aussi appelée dent de sagesse. Elle pousse entre 18 et 25 ans. Nous pouvons nous en passer, mais pour nos ancêtres, elles étaient vitales. À cet âge, leurs dents étaient déjà usées, alors les troisièmes molaires étaient sans doute le remplacement dont ils avaient besoin. On peut se demander pourquoi nous avons des poils sur le corps et des cheveux sur la tête. Mais les scientifiques se demandent plutôt pourquoi nous n'en avons pas plus. Les cheveux sont longs, les poils sont un peu plus courts sur le reste du corps et nous n'en avons pas sur le dessous des poignets, les paumes et la plante des pieds. L'une des théories populaires sur les ancêtres des humains stipule qu'en passant des forêts fraîches et ombragées à la savane chaude et sèche, ils ont trouvé un nouveau moyen de réguler leur température corporelle.
Ils ont perdu leur fourrure en cours de route, ce qui leur a permis d'attraper plus facilement leur proie sans surchauffer. Plus tard, ils ont découvert les vêtements et le feu qui pouvaient les garder au chaud pendant les périodes plus froides. Bien sûr, il existe d'autres raisons qui expliquent la perte de la fourrure. Certains disent que sans fourrure, il y a moins de risque d'être confronté à des poux ou d'autres parasites. D'autres chercheurs pensent que, pendant les saisons sèches, les humains essayaient d'attraper leur proie près des lacs et des eaux peu profondes. Les poils n'étant pas un si bon isolant dans l'eau, les humains ont perdu leur fourrure et ont plutôt développé une couche de graisse. 85% des gens ne peuvent pas remuer leurs oreilles. Il y a un muscle qui entoure notre oreille externe et les scientifiques pensent qu'il permettait autrefois à nos ancêtres primates de bouger leurs oreilles dans la direction qu'ils voulaient. Cela les aidait à déterminer d'où venaient les sons. Après avoir commencé à vivre en groupe, ils n'ont plus eu à compter uniquement sur eux-mêmes et ont donc perdu cette caractéristique. Les singes peuvent utiliser leurs pieds aussi bien que leurs mains. Grâce aux muscles plantaires de leurs pieds, ils peuvent saisir et faire tout ce qu'ils veulent avec les objets qu'ils tiennent. Nous avons aussi ce muscle, mais il est sous-développé et plutôt inutile. 9% des humains naissent même sans lui de nos jours. Le hockey est aussi l'un des restes de l'évolution que les humains ont hérité de leurs ancêtres aquatiques. Les poissons poussent l'eau par les branchies, tandis que les amphibiens avalent de l'air. C'est un réflexe que les mammifères n'ont pas enregistré dans leur cerveau, si bien qu'il peut provoquer des spasmes de notre diaphragme qui, au final, mènent au hockey. Lorsque nous sommes en colère, nos lèvres peuvent se contracter. C'est aussi une caractéristique qui était autrefois importante pour notre espèce. Lorsqu'ils voulaient faire fuir les prédateurs ou un danger potentiel, nos ancêtres montraient leurs dents, comme le font les ours, les loups et les chimpanzés. La contraction des lèvres est la première étape de ce comportement. De nombreuses personnes ressentent le besoin de monter sur un point haut ou de lever les pieds lorsqu'elles se sentent anxieuses ou effrayées. Les biologistes de l'évolution pensent que c'est parce que les premiers mammifères terrestres grimpaient aux arbres lorsqu'ils sentaient une menace arriver. Nous avons encore parfois la chair de poule, mais par rapport aux temps anciens, elle est inutile aujourd'hui. Lorsque les créatures poilues avaient froid, un réflexe consistait à contracter ces petits muscles qui forment la base des follicules pileux. De cette façon, le pelage se redressait et emprisonnait plus d'air pour avoir plus chaud. Aujourd'hui, c'est juste un rappel que tu as besoin d'une veste ou une sensation agréable quand tu entends ta chanson préférée à la radio. Toutes les créatures vivantes peuvent retrouver leurs ancêtres dans une simple bactérie d'il y a des milliards d'années. L'ADN est cette chose incroyable qui contient toutes les informations que nos cellules ont besoin de connaître. Nous commençons tous par une seule cellule qui se développe ensuite en des milliards d'entre elles, jusqu'à ce que notre corps soit formé. L'ADN contrôle notre croissance, la couleur de nos yeux, notre taille et tant d'autres traits. Et cela n'est pas seulement valable pour les humains. Même les serpents ont des os au niveau de la hanche qui indiquent qu'ils avaient autrefois 4 pattes, tout comme leurs cousins, les lézards. Les dauphins et les baleines ont des espèces de petits os dans le corps qui montrent qu'ils avaient autrefois des pattes arrière. Et oui, les restes de fossiles indiquent que ces mammifères marins étaient autrefois à 4 pattes et marchaient sur la terre ferme. Il y a environ 50 millions d'années pour être précis. L'évolution ne suit pas vraiment une ligne droite d'une espèce à l'autre. C'est plutôt un arbre immense avec une multitude de branches où certaines mènent à de nouvelles, un trait par-ci, un trait par-là. Certains apparaissent, d'autres disparaissent, et des espèces complètement nouvelles font leur apparition. Par exemple, les oiseaux. Qui aurait cru qu'ils avaient évolué à partir des dinosaures ? Ils ont même perdu leurs dents en cours de route. Et pourtant, les deux ont évolué à partir des reptiles. Imaginez ceci, si quelqu'un parvenait à dérouler tout l'ADN contenu dans le corps humain, il s'étendrait sur environ 16 milliards de kilomètres. Faites un peu le calcul. Ça fait 2 fois la distance de la Terre à Pluton. Et ce n'est pas la seule chose incroyable dont notre corps est capable. Des trillions de connexions nerveuses alimentent constamment votre mémoire. Selon certaines études, après avoir regardé 2500 images pendant seulement 3 secondes, la plupart des gens se rappelleront de ces images avec un taux d'exactitude de 92%. Incroyable. Votre corps rayonne, émettant de minuscules quantités de lumière à peine visibles. Cette lueur est le produit de réactions biochimiques ayant leur siège dans votre organisme. La lumière augmente et diminue tout au long de la journée. Bien qu'elle soit pas visible, vous ne pouvez pas la détecter à l'œil nu. Les bactéries représentent entre 0,5 et 2,7 kg de votre poids corporel total. Et entre 100 millions et 1 milliard de bactéries peuvent vivre sur une seule de vos dents. Il est impossible de percevoir la saveur des aliments sans salive. En effet, les substances chimiques contenues dans les aliments doivent être dissoutes dans la salive avant de pouvoir être détectées par les papilles gustatives. Cela ressemble peut-être à un mythe, mais manger trop de carottes peut effectivement rendre votre peau orange. Les carottes contiennent de grandes quantités de bêta-carotène. Ce composé peut provoquer ce qu'on appelle la caroténémie. Si vous en avez trop dans votre sang, il se fixe sur les parties de votre corps où la peau est la plus épaisse. Sur la plante des pieds, sur les genoux, les coudes, les paumes, et même sur certaines zones autour du nez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux.
Vous pouvez facilement inverser ce phénomène en réduisant votre consommation d'aliments riches en bêta-carotène. Les muscles du menton, dont le nom scientifique est muscle mentonnier, ont un aspect plutôt bizarre. On ne sait pas trop quoi en penser. Regardez un peu ces étranges petits tentacules. Pourtant, ils nous permettent toutes sortes d'expressions, faisant jouer les lèvres, le menton et les joues. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces rides et de ces plis bizarres qui apparaissent sur votre menton. Et ce, parce que ces muscles tirent directement sur la peau. On peut vivre sans certains de nos organes et mener une vie normale. Le corps humain est composé d'organes simples et d'organes fonctionnant par paire. Et quand vous en avez deux, un seul vous suffit en réalité pour survivre. Votre intestin grêle n'est en réalité pas si petit que cela. Il est même plus grand que vous. Il mesure environ 7 mètres. La cornée, la partie transparente de vos yeux, n'est pas irriguée par le sang. C'est l'air qui lui fournit directement l'oxygène dont elle a besoin. Les humains développent leurs empreintes digitales uniques très tôt dans leur vie, au stade embryonnaire, 3 mois seulement après la conception. D'ailleurs, même si l'on abîme gravement ces empreintes digitales, elles repoussent naturellement et retrouvent leur dessin d'origine. Tout le monde naît avec un réflexe d'immersion. Ce réflexe s'active et interrompt les fonctions corporelles en cas de noyade ou d'immersion prolongée. Le cerveau humain n'est pas du tout lisse. Mais si vous décidiez d'aplatir toutes les rides qui le recouvrent, votre cerveau ferait la taille d'une tête d'oreiller. Pas aussi utile toutefois. Les nouveau-nés ne clignent des yeux qu'1 ou 2 fois par minute. À titre de comparaison, une personne adulte cligne des yeux au moins 10 fois au cours du même laps de temps. Nos poumons sont les seuls organes capables de flotter sur l'eau. La raison, c'est qu'ils sont constitués d'environ 300 millions d'alvéoles, de petites structures en forme de ballon. De plus, même si nous sommes en parfaite santé, nos poumons ne sont jamais totalement exempts de germes, ni stériles. Votre nez est un super-héros. C'est à la fois un chauffage, un filtre et un humidificateur. Tout ça grâce à ses cornets, 3 paires de lames osseuses enroulées. Elles contiennent des vaisseaux sanguins capables de réchauffer l'air et des cellules caliciformes servant à l'humidifier. De plus, l'air que vous respirez est filtré par votre nez avant d'être acheminé vers vos poumons. Chaque fois que vous mangez quelque chose, votre œsophage, l'organe par lequel les aliments passent pour atteindre votre estomac, effectue une série de contractions ondulatoires qui poussent les aliments. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Il existe un lien entre votre système digestif et votre cerveau, l'axe intestin-cerveau. C'est pourquoi le stress ou les problèmes cérébraux peuvent affecter la façon dont votre corps digère les aliments. Même si le hoquet est généralement inoffensif et s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment agréable. Vous devez donc savoir qu'il peut survenir à la suite d'un changement de température. La densité de votre cerveau augmente tout au long de votre vie. Tout cela parce que de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Elles apparaissent aussi parce que la structure du cerveau ne cesse de changer. Si vous ne voulez pas éternuer, pincez la peau de l'arête de votre nez. Votre cerveau reçoit alors comme un signal d'alarme. Très rapidement, il freine tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. D'ailleurs, des études ont montré que l'éternuement est un moyen pour votre nez de se réinitialiser. L'éternuement réinitialise des cellules appelées cils qui tapissent votre cavité nasale. La partie du cerveau responsable de la vision se trouve à l'arrière de la tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de votre cerveau contrôle la vision du côté gauche et vice-versa. Si vous êtes dans un endroit bruyant, dans une boîte de nuit ou à un concert, bouchez vos oreilles et vous entendrez mieux vos amis. Poussez sur le tragus, la saillie arrondie couverte de peau qui se trouve juste devant le conduit auditif, afin qu'il pénètre dans votre oreille. Tournez ensuite cette oreille vers votre ami. Lorsqu'une personne ronfle, le bruit ne dépasse généralement pas les 60 décibels. C'est à peu près le volume d'une conversation normale. Mais le niveau sonore peut quelquefois atteindre les 80 décibels. C'est le bruit que fait un mixeur de cuisine en marche. À l'instar des salamandres qui font repousser leur queue, nous serions capables de régénérer notre cartilage, la matière caoutchouteuse qui enveloppe nos articulations. Des scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus est apparemment efficace au niveau de la cheville, peu efficace au niveau du genou et encore moins efficace au niveau de la hanche. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut ni détecter ni distinguer les odeurs. Vos yeux ne cessent de bouger lorsque vous regardez quelque chose. Sans ça, vous ne pourriez pas voir l'ensemble de l'image. Ce mouvement vous échappe, car votre cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et tous ces fragments en un flux visuel homogène. Le foie,
est le seul organe humain capable de se régénérer complètement. Même s'il doit régénérer jusqu'à 25% de son poids initial, l'organe retrouvera sa taille d'origine. Votre bouche vous pique lorsque vous grignotez de l'ananas, car pendant que vous mangez ce fruit, il vous mange lui aussi, enfin, en quelque sorte. L'ananas serait le seul aliment à contenir de la broméline. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, notre acide gastrique sait s'occuper de cette vilaine enzyme. Des bactéries capables de produire de l'électricité vivent dans nos intestins. Ces bactéries émettent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. C'est peut-être la façon dont les bactéries produisent de l'énergie. L'impression de déjà-vu pourrait en fait résulter d'un décalage dans le traitement de l'information par le cerveau. Ce décalage se produirait lorsque notre cerveau transfère des informations entre différentes zones. S'il y a le moindre retard, votre cerveau recevra la même information 2 fois. Du coup, il la considérera comme un événement qui s'est déjà produit. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures tout en se sentant en pleine forme. Elles ne sont pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. 5% au maximum de la population mondiale possède cette caractéristique. Il arrive que vos oreilles se débouchent ou vous fassent mal lorsque vous voyagez en avion. Vous pouvez résoudre ce problème en mâchant un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un conduit étroit qui relie votre gorge à votre oreille moyenne. L'ouverture de ce haut conduit permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille et de mettre fin à ce phénomène désagréable. Bailler permet également d'ouvrir la trompe d'Eustache. Il est possible que vos pieds deviennent plus grands avec l'âge, tout comme votre nez et vos oreilles. En vieillissant, nos pieds s'affaiblissent au niveau des ligaments et des tendons. La voûte plantaire s'aplatit. Les pieds deviennent plus larges et plus longs. Observez vos ongles de près. Sont-ils légèrement striés? Plusieurs facteurs peuvent en être la cause, indépendamment de vos compétences en manucure. Sachez d'abord que l'état de vos ongles peut refléter des problèmes de santé. Toutefois, les stries verticales sont généralement normales, surtout avec l'âge. C'est une manifestation naturelle du vieillissement de la peau, indiquant un ralentissement du renouvellement cellulaire. Les nouvelles cellules cutanées se forment moins rapidement, d'où l'apparition de cette texture. Cependant, si cela s'accompagne d'autres symptômes inhabituels, cela pourrait révéler un problème plus complexe, comme un déséquilibre chimique. Ce dernier peut non seulement provoquer des stries verticales, mais aussi donner une forme de cuillère à vos ongles. Évitez de mettre des choses dans vos oreilles, on vous l'a toujours dit, y compris des cotons-tiges, car même si vous les utilisez avec douceur, vous pourriez causer des dommages. Un fait intéressant est que l'insertion d'objets dans l'oreille peut déclencher un réflexe de toux inhabituel, appelé réflexe de toux auriculaire d'Arnold. Ce phénomène est lié au nerf vague, un long nerf qui s'étend du cerveau jusqu'à l'abdomen, en passant par l'oreille et le larynx, avec un détour du côté de l'estomac. Ce nerf supervise diverses fonctions autonomes du quotidien, comme la parole, la digestion et d'autres actions involontaires. La branche qui relie le nerf vague à l'oreille, connue sous le nom de rameau auriculaire du nerf vague, est responsable des sensations tactiles dans cette zone. Stimuler cette branche peut déclencher une toux, car le cerveau perçoit un faux signal de présence dans la gorge, incitant ainsi le corps à réagir par la toux pour expulser l'intruse imaginaire. Il se peut également que vous soyez dépourvu d'un certain muscle dans votre bras, mais cela n'a rien d'inquiétant. C'est une condition congénitale relativement courante. Ce tissu, appelé tendon du muscle long palmaire, est absent chez environ 14% de la population. Pour vérifier sa présence, pliez légèrement votre poignet et rapprochez votre auriculaire de votre pouce. Si un tendon ressort à l'intérieur de votre poignet, c'est que vous le possédez. Dans le cas contraire, cela ne pose aucun problème, car ce muscle n'apporte généralement pas d'avantage significatif à la fonctionnalité de votre bras. Voici une petite expérience que vous pouvez tenter chez vous, sans risque, pour découvrir quelle est votre narine dominante. Même si vous ignoriez sans doute que vous en aviez une, placez-vous devant un miroir, expirez par le nez et observez la formation de la buée. Bien sûr, 2 marques apparaîtront, mais chez la plupart des gens, l'une sera plus prononcée. En effet, nous respirons généralement davantage par une narine à la fois. Selon certains spécialistes, environ 75% de notre respiration proviennent d'une seule narine à un moment donné. Ce phénomène alterne de côté au cours de la journée, un processus appelé le cycle nasal.
Pourquoi pas les deux narines en même temps? Il semble que ce soit principalement pour maintenir une hydratation adéquate, évitant ainsi qu'un côté ne s'assèche trop. Vous remarquerez peut-être cette différence lorsque vous essayez de vous endormir. En vous allongeant sur le côté droit, la gravité pousse une partie de votre nez à travailler davantage. En parlant de sommeil, chaque fois que vous tentez de vous reposer dans un nouvel endroit, une seule partie de votre cerveau parvient à profiter pleinement d'un sommeil réparateur. Cela s'explique par le fait que nos cerveaux ont tendance à rester partiellement en état de vigilance dans un lieu non familier. Cette observation éclaire pourquoi nous nous réveillons souvent en étant groggy après une nuit dans un nouvel appartement. C'est un mécanisme que nous partageons avec certains oiseaux et animaux marins, capables de dormir partiellement tout en restant attentifs aux dangers. Les chercheurs en sommeil ont constaté ce phénomène qu'ils ont nommé l'effet de la première nuit. Dans les études sur le sommeil, les participants montrèrent des résultats si médiocres après la première nuit qu'il fallait souvent exclure ces données. Pourtant, dès la deuxième nuit, la qualité du sommeil s'améliorait. Historiquement, cette vigilance était probablement une réponse adaptative aux menaces nocturnes, comme les attaques de prédateurs, d'où la nécessité de garder une partie du cerveau en alerte. Malheureusement, il n'existe pas de moyen de neutraliser ce réflexe, ce qui explique qu'après une nuit dans un nouvel endroit, vous aurez probablement besoin de plus de café. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de nos nouvelles vidéos, un petit coup de boost pour ces journées difficiles. Il est également possible que chaque fois que vous vous préparez à faire de l'exercice, votre cœur s'active avant même que vous ne commenciez à bouger. Ce phénomène, appelé montée anticipée, correspond à une réaction où le cerveau envoie des signaux au cœur pour l'inciter à se préparer à l'effort. Ces signaux se manifestent par la libération de substances chimiques telles que l'adrénaline et la noradrénaline. Cela permet d'augmenter la fréquence cardiaque, ce qui accroît le débit sanguin et améliore l'apport en oxygène aux muscles, les préparant ainsi à l'effort physique. La performance de votre cœur influe directement sur l'efficacité de ce processus. Plus il est en bonne santé, plus cette transition se fait en douceur. Nous avons tous entendu des récits de personnes ordinaires capables de soulever des objets très lourds en situation de stress intense, comme une mère soulevant une voiture pour sauver son enfant. Ce phénomène, parfois appelé force hystérique, ne peut pas être reproduit en laboratoire car il est impossible de simuler une véritable situation de danger imminent. Ces moments spontanés et imprévus semblent révéler une sorte de force cachée. Cependant, même si l'on imagine que ces personnes soulèvent des poids énormes, leur force n'est pas aussi impressionnante qu'il n'y paraît. Prenons l'exemple classique du levage de voiture. On pourrait penser qu'ils soulèvent toute la voiture, mais en réalité, ils ne soulèvent qu'une partie de celle-ci, les roues restant pour la plupart en contact avec le sol. De plus, la répartition du poids d'une voiture n'est pas uniforme. Le moteur est la partie la plus lourde, contrairement à la zone généralement soulevée. Quant à la force hystérique, il s'agit surtout de réaliser que nous sommes souvent plus forts que nous ne le pensons. Habituellement, nos muscles fonctionnent en mode économie, utilisant juste ce qu'il faut pour accomplir les tâches quotidiennes. Mais dans des situations extrêmes, notre corps peut mobiliser une plus grande puissance musculaire. Nos organismes sont conçus pour être efficaces. Pourquoi solliciter l'ensemble de nos muscles pour simplement soulever une tasse de café? Même lorsque nous nous sentons à bout, il est probable que ce ne soit pas totalement le cas. Les chercheurs estiment que même les athlètes de haut niveau n'utilisent que 60 à 80% de leur capacité musculaire. En plus de cette efficacité, notre cerveau limite également l'activation complète de nos muscles par un mécanisme de sécurité interne. Si nous utilisions toute notre force, nous risquerions facilement de nous blesser. Le simple jeu de coucou n'est pas qu'un divertissement pour les bébés. Ils l'apprécient énormément car il favorise leur développement. Ce jeu va au-delà du simple fait de couvrir et de découvrir des visages. Il aide les bébés à améliorer leur capacité de suivi visuel. Il est également utile pour comprendre le concept de permanence de l'objet. Le fait qu'un objet continue d'exister, même s'il est hors de vue. Cette prise de conscience contribue à développer leurs compétences en matière de résolution de problèmes à mesure qu'ils grandissent. De plus, jouer à coucou
est un excellent moyen de susciter diverses émotions positives chez les bébés, allant de la surprise à l'anticipation, puis à l'excitation et au bonheur. Certains affirment qu'ils peuvent se débrouiller avec seulement 4 heures de sommeil par nuit. Toutefois, les scientifiques soutiennent que la plupart des adultes ont besoin de 6 à 8 heures d'un sommeil de qualité. En réalité, dormir moins que cette moyenne peut entraîner une grave privation de sommeil, sauf si vous faites partie des rares super dormeurs. Ces individus uniques s'épanouissent avec moins de 6 heures de sommeil chaque nuit et se réveillent naturellement après seulement 4 ou 5 heures. Seul 1 à 3% de la population possède cette capacité. Il est important de noter que cette aptitude est génétique et ne peut pas être acquise par l'entraînement. Contrairement à nos autres cousins primates, la plupart des gens disposent de voûtes plantaires. Elles nous aident à nous déplacer. Cette voûte plantaire agit comme un amortisseur intégré pour nos pieds. C'est ce qui nous permet de rebondir. Mais il en existe une autre. Il s'agit de l'arche transversale, qui s'étend d'un côté à l'autre sur le dessus du pied. Tu peux voir cela comme un pont qui aiderait à maintenir ton pied dans sa forme. Les recherches montrent que cette arche est également importante, car elle est responsable d'environ 40% de la rigidité du pied. En d'autres termes, il s'agit de l'échafaudage qui maintient le pied en place. Lorsque des chercheurs en médecine ont disséqué cette arche transversale, le pied a perdu beaucoup de sa fermeté. En revanche, lorsqu'ils ont incisé la partie inférieure de la voûte, la perte n'a pas été aussi spectaculaire. S'agit-il donc d'un phénomène propre à l'homme moderne? Non, ces arches ne datent pas d'hier. L'arche transversale existe depuis près de 3 millions d'années, et l'arche médiale est apparue il y a environ 1,8 million d'années. Autant nous attarder sur un autre élément de nos pieds avant de passer à d'autres parties. Le petit orteil est, lui aussi, plus important qu'il n'y paraît. Que tu en sois né dépourvu ou que tu l'aies perdu par accident, tu pourras toujours marcher. Mais ces petits doigts sont importants pour nous permettre de tenir debout. Ils assurent de l'équilibre. À l'intérieur de ton pied se trouvent 26 os qui s'associent pour t'empêcher de basculer. Le petit orteil fait partie de ce travail d'équilibre. Nos ancêtres, les grands singes, avaient besoin de leurs orteils pour s'agripper, griffer et se balancer aux arbres. Aujourd'hui, nous avons troqué nos talents de grimpeurs contre des canapés confortables et des séries télévisées. Bon, regardons un peu plus haut et parlons de l'appendice. Tu pourrais penser qu'il ne sert à rien, mais non. Lorsqu'un être humain est dans le ventre de sa mère, cet organe entame déjà son travail. Vers la 11e semaine de développement, il commence à produire des cellules spéciales qui relâchent des hormones et des composés utiles. L'appendice contribue à l'entraînement des troupes de notre système immunitaire, veillant à ce qu'elles forment une défense de premier ordre. Il recueille également toutes sortes de substances étrangères, appelées antigènes, provenant de notre tube digestif. Pourtant, au fur et à mesure de l'évolution des régimes alimentaires, ce morceau a rétréci comme une baudruche qui se dégonfle. Contrairement à la plupart des autres structures vestigiales, l'appendice n'est pas toujours inoffensif. Il peut se transformer en un véritable calvaire. À propos, les organes vestigiaux sont ceux qui ont perdu leur fonction ancestrale principale. La plupart du temps, ces structures n'ont plus d'utilité apparente. Un autre exemple vestigial célèbre est celui des dents de sagesse. Elles sont inutiles et nous causent des problèmes depuis des lustres. Pourtant, près de 95% d'entre nous en ont. Et 90% d'entre nous pourront même être confrontés un jour ou l'autre au désagrément d'une dent de sagesse incluse. Si tu n'en as pas, tu peux t'estimer heureux. Et voici un autre fait intéressant concernant les dents de sagesse. Même si tes dents sont recouvertes d'un minéral plus tendre que celui des dents de requin, de nouveaux tests montrent qu'elles sont tout aussi résistantes. Le revêtement des dents de requin est en fait d'une dureté similaire à celle de l'émail d'une dent de sagesse humaine. Cela s'explique par le fait que leurs surfaces sont constituées de cristaux minéraux maintenus ensemble par des protéines. Celles-ci les empêchent de se briser facilement en cas d'impact. La différence entre l'usage que nous faisons de nos dents et celui qu'en font les requins tient donc de leur conception, et non de leur dureté. Des anthropologues ont examiné d'anciens squelettes. Ils pensent que nos ancêtres avaient besoin de ces dents supplémentaires pour mâcher des aliments durs, comme des racines et de la viande crue. À l'époque, ces dents supplémentaires étaient très utiles. Mais nous avons découvert la cuisine et, soudain, nos aliments sont devenus plus tendres et nos mâchoires plus réduites. Les généticiens ont leur propre point de vue sur la question. Il s'agit d'un gène appelé MIH16, qui semble jouer un rôle à la fois dans la taille du cerveau et dans les caractéristiques de la mâchoire. Cependant, le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'histoire de notre évolution reste un peu mystérieux. Maintenant, une autre chose inutile est notre paupière.
Enfin, pas la paupière normale. On parle de ce petit truc rose qui se cache au coin de l'œil. Les oiseaux et d'autres animaux à fourrure s'en servent pour repousser la poussière et les débris qui pourraient endommager leurs yeux. Mais chez nous, les humains, elle est en grande partie vestigiale. Voici le muscle long palmaire. Environ 85% d'entre nous le portent encore, et peut-être l'as-tu toi aussi. Tu peux le tester en posant ta main sur une surface plane et en faisant se toucher ton auriculaire et ton pouce. Si tu aperçois un petit groupe de tendons qui font des pirouettes au milieu de ton poignet, c'est que tu l'as trouvé. Il servait à saisir des objets et à se balancer comme Tarzan. Poursuivons avec l'astuce de la préhension. Avant même de naître, vers la 16e semaine de ton séjour dans le ventre de ta mère, tu t'entraînes déjà à t'agripper. Tu commences par saisir ton cordon ombilical. Lorsque tu arrives enfin dans le monde, ce réflexe t'aide à t'accrocher. Fait amusant. Les petits singes peuvent se suspendre d'une seule main pendant des lustres, grâce à une astuce similaire. En revanche, nous, les humains, perdons cette super préhension vers l'âge de 3 mois. Lorsque tu es encore en gestation, tu as aussi une mini-queue. Mais au fur et à mesure que tu grandis, elle disparaît et ces minuscules vertèbres deviennent ton coccyx. Les humains et nos cousins les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux autres animaux. Nos oreilles aussi ont des muscles vestigiaux. Ils permettent aux animaux de mieux entendre et d'exprimer certains sentiments. Mais chez l'homme, ces muscles de l'oreille ne servent pas à grand-chose. Nous avons trouvé d'autres moyens d'écouter et de montrer nos émotions. Pourtant, certains d'entre nous peuvent encore remuer leurs oreilles avec un peu d'entraînement. Il est surprenant de constater que les ongles des orteils font également partie des éléments vestigiaux. Ils constituent la première ligne de défense, car ils protègent le corps contre les micro-organismes nuisibles. Au cours de notre évolution, nous avons utilisé les ongles de nos mains et de nos pieds pour nous défendre, creuser et grimper. Dans le monde moderne, les ongles nous viennent encore en aide, que ce soit pour éplucher un fruit ou pour la douce sensation de gratter une démangeaison. En revanche, les ongles des pieds ont pris leur retraite. Mais on peut toujours leur appliquer du vernis à ongles. Pour l'amour du style, ils conviennent certainement à de nombreuses personnes. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des membres ou des organes inutiles. En 1798, un anatomiste a examiné un oiseau singulier incapable de voler et a consigné ses observations. Cette espèce aviaire n'était autre que l'autruche. Les autruches et les casoars ne sont que quelques-uns des exemples d'oiseaux à posséder des ailes vestigiales. D'un point de vue anatomique, il s'agit d'ailes rudimentaires, incapables de permettre à ces créatures corpulentes de voler. Pourtant, elles ne sont pas totalement dépourvues de fonction. Elles servent à maintenir l'équilibre pendant les courses rapides. De plus, elles permettent d'élaborer des parades nuptiales, aidant ces oiseaux à attirer des partenaires potentiels. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'animaux, beaucoup d'entre eux brillent aussi. Environ 76% des animaux marins, y compris les méduses, les vers, les requins et les étoiles de mer, sont bioluminescents. Ils présentent une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour créer de la lumière. Pour eux, cette lueur sert à confondre les prédateurs, à attirer les proies ou à avertir les autres d'un danger. Nous aussi, les humains, pouvons briller. Malheureusement, cette lueur est très faible et nos yeux ne peuvent pas la voir. Notre corps émet de la lumière, mais celle-ci est environ 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Les scientifiques ont découvert que cette lueur changeait tout au long de la journée. Elle est la plus faible le matin et la plus brillante en fin d'après-midi. Notre visage brille plus que le reste de notre corps. On pense que cela est dû au fait que notre visage est davantage exposé au soleil et qu'il contient de la mélanine, dont les composants peuvent stimuler la production de lumière. Certaines facultés uniques nous distinguent du reste du règne animal. Savais-tu par exemple que l'homme était le seul animal capable de rougir? Il semblerait que nous ayons l'exclusivité de ce phénomène aux joues roses. Lorsque nous nous trouvons dans une situation embarrassante, nos vaisseaux sanguins se dilatent et c'est ce qui nous fait rougir. La gêne est une émotion assez complexe. Il s'agit de comprendre ce que les autres pensent de nous, et c'est peut-être trop complexe pour d'autres animaux. Il est intéressant de noter que les wakaris chauves sont des singes également capables de rougir, mais sans y accorder le même sens. Pour eux, c'est une preuve de bonne santé. En parlant de bonne santé, il nous faut rendre hommage à nos entrailles. Celles-ci comprennent l'estomac, le foie et bien d'autres choses encore. On les appelle souvent notre second cerveau. Ce dernier possède son propre système nerveux, fort d'une centaine de millions de messagers qui envoient des informations au reste de ton corps. Même si la connexion entrailles-cerveau se trouve coupée, celles-ci continuent à opérer.
Elles assurent ainsi le fonctionnement autonome de ton système digestif.